En 2050, la France que nous connaissons aujourd'hui aura totalement changé. Imaginez, 40 degrés durant l'été à Paris, 50 degrés à Toulouse, le littoral de la côte atlantique transformé et Bordeaux, où je me trouve, aura exactement les mêmes températures que Séville en Espagne aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le sud de la France qui est concerné par ces changements climatiques, c'est tout le pays et vous allez le voir, les effets sont déjà bien visibles. Certains Français auront les moyens de se protéger, pour d'autres ce sera beaucoup plus difficile. Bienvenue dans Réseau d'enquête. Chaque année, le littoral aquitain mais aussi toutes les côtes sont grignotées par la mer. C'est une des nombreuses conséquences du réchauffement climatique. Aujourd'hui, j'ai une villa éphémère qui appartient à ma famille depuis 45 ans et que je ne peux même plus vendre. Elle est invendable. Je pense qu'entre 5 et 10 ans, je n'existe plus. La mer aura submergé. Il y a un recul de 200 mètres. Vous imaginez tout le littoral qui pourrait reculer? C'est impensable. Et puis l'argent, qui va financer ce recul? Certains ont dû quitter leur maison, d'autres ont décidé de rester et de résister. Mais lutter contre la nature coûte cher, très cher. Pour vous, préserver ce coin de paradis depuis que vous êtes installé ici, qu'est-ce que ça vous a coûté? Une vie entière dédiée à ça? Ben, j'ai sacrifié tout. J'y ai sacrifié. J'ai commencé ma digue en 85. Je n'avais absolument pas les moyens de la faire. On ne construit pas la ville de demain aujourd'hui? Je pense que la question du réchauffement climatique n'est pas intégrée pour l'instant comme une priorité dans les politiques urbaines. Et c'est un petit peu, du point de vue climatique, un scandale. Si par exemple les glaciers des Alpes disparaissent, eh bien on n'aura plus de stock d'eau douce pour alimenter les rivières pendant les journées chaudes de l'été. Alors on ne pourra pas dire, si jamais ça arrive, bah, écoutez, vous n'avez rien dit. Dans quelques dizaines d'années, le nord de la France connaîtra le même climat que le sud aujourd'hui. Par exemple, il fera les mêmes températures à Lille qu'à La Rochelle au moment où je vous parle. S'installera alors un climat de type méditerranéen dans toute la France. Et pour vous faire une idée, regardez ce bulletin météo du 15 août 2050. Bonjour à tous, après 10 jours de chaleur intense, la canicule va enfin s'évacuer vers l'est, mais cette transition se fera au prix d'une forte dégradation orageuse dans le sud. Alors on regarde les chiffres de cette 5e épisode caniculaire de l'été. Ça aura été le plus long avec 10 jours, un des plus intenses aussi avec des températures maximales relevées de 39 à 45 degrés du nord au sud. Et puis attention au premier épisode Sévenol de la saison, on attend 150 à 300 mm de pluie du côté du golfe du Lion. On regarde la situation générale, je vous l'ai dit, l'anticyclone nous lâche enfin. Il se dirige en direction de la Scandinavie où il fait très chaud également du côté du cercle polaire avec 28 à 30 degrés. Ça va durer plusieurs jours. La première fois que ça s'est produit, c'était pendant l'été 2018. Et puis cet air un peu plus frais, enfin, qui arrive, mais qui creuse une dépression qui elle-même va nous ramener un flux de sud très humide puisque la Méditerranée est à 28-30 degrés. Donc beaucoup d'eau à attendre sur les départements Cévenol. Allez, on regarde la carte de vigilance qui évolue aussi. Seul le nord-est et la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance rouge. Pourquoi rouge? En raison de la durée de cette canicule. Mais regardez, ça va mieux sur l'ouest du pays ainsi qu'au sud. On regarde le temps prévu pour cet après-midi. Quelques nuages sur la Bretagne, des orages préfrontaux sur le sud-ouest. Partout ailleurs, c'est du beau temps avec un ciel un peu plus voilé entre les deux zones. Et les températures, je vous l'ai dit, restent caniculaires, notamment sur l'est du pays. 39 en vallée du Rhône, 38 à Lyon, 38 en Alsace, 36 à Paris, jusqu'à 35 à Lille. Mais enfin, on respire dans le nord-ouest. Nous sommes le mercredi 25 août 2050. Belle journée à tous. Ce bulletin météo, réalisé avec les prévisionnistes de Météo France, est fictif. Mais il pourrait bien nous paraître banal d'ici 2 ou 3 décennies. Ce qui est fort probable, c'est qu'à l'avenir, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplieront. Le Cap Ferret, presqu'île réputée,
sépare l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. Il est situé face à la dune du Pilat. Un coin de paradis particulièrement prisé. 7500 habitants à l'année, 100 000 l'été. Le littoral perd ici à la pointe entre 15 et 17 mètres par an. Ma première étape me conduit chez Hortense, restaurant incontournable du bassin d'Arcachon, mais très impacté par le réchauffement climatique et l'érosion. Merci de m'accueillir dans votre établissement. Je vous en prie, avec plaisir. J'imagine là en arrivant, ce que viennent chercher les gens, c'est la vue imprenable sur le bassin. Le regard s'arrête pas, c'est limite à l'infini. On a vu sur l'eau, sur la dune. Sur la dune du Pilat juste en face. Et comme si le temps était arrêté. Et je crois savoir le restaurant chez Hortense où on se trouve aujourd'hui n'était pas là il y a 60 ans. Il était où exactement? Non, jusque dans les années 1939, le premier restaurant Hortense, c'était 200 mètres devant. 200 mètres devant où? Voilà. Dans l'eau devant là? Voilà, il est tombé à l'eau. Quand il est tombé à l'eau, Hortense a racheté ici, qui était déjà un restaurant à l'époque. Et voilà, il est venu s'installer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est tombé dans l'eau? L'érosion. J'ai vu en arrivant, il y a une vue aérienne de 1964. Oui, tout à fait. On peut aller voir si vous voulez. À quoi ressemble la pointe du Cap Ferret aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, nous sommes ici. Et là, la pointe du Cap Ferret aujourd'hui, 2018, ça s'arrête comme ça. Toute la partie sud? Toute cette partie-là est partie. Elle est où? Dans l'eau. Au bout, c'est bon d'arriver là-bas. Donc il a fallu repousser la mer? Oui, exactement. Vous avez donc déversé des cailloux qui vont jusqu'à quelle profondeur? On a 30 mètres, on a le chenal qui arrive au pied de la digue, donc il y a 30 mètres de profondeur. C'était un pari risqué à l'époque de vouloir repousser la mer, de lutter contre les éléments? Nous, on a grandi avec ça, avec l'érosion ici. Les aléas climatiques extrêmes, tout le monde a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Moi, je ne me verrais pas vivre ailleurs. Hein. C'est un travail accompli par mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, mes oncles. Ça serait quand même le crève-cœur de laisser ça à l'abandon. Pour votre établissement, chez Hortense, il y a un coût annuel de l'entretien de cette digue pour éviter qu'elle ne s'effondre et que la mer regagne encore sur les terres? On est obligé de prendre ce paramètre en conséquence. On provisionne évidemment de l'argent en cas d'éboulement et tout. Oui, on se tient prêt. Qu'est-ce que ça représente cette provision qu'on s'imagine? Qu'est-ce que c'est qu'entretenir une digue? Il n'y a rien de fixe entre un coût d'entretien où ça va aller de 30 à 40 camions et un coût d'éboulement où ça peut être plusieurs centaines de camions, il n'y a rien de fixe. Chaque client qui vient manger dans votre établissement paye donc, sans le savoir, une taxe? Il y a une contribution. Il y a une contribution. Parce que oui, c'est pas de l'argent public qui finance les digues ici. Tout est on a tous à chacun notre charge de devant de porte. Donc oui, quelque part, les gens ne le savent pas tous, mais il y a cette contribution, oui. Chez Hortense, chaque client participe sans le savoir à la préservation de ce coin de paradis. C'est un autre impôt en quelque sorte. C'est un impôt à la mer. On lui doit bien ça avec ce qu'elle nous offre. À quelques mètres de chez Hortense, l'extrême sud du Cap Ferret, ce que l'on appelle ici la pointe, est frappé encore davantage par les phénomènes climatiques et l'érosion. Benoît Barterotte et sa famille vivent ici. Depuis 30 ans, ce Robinson des temps modernes a fait de la lutte contre les éléments son quotidien. Avec des cailloux, il a fait construire une immense digue qui a permis de stopper l'érosion. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Mais fort bien. J'ai l'impression d'arriver dans un petit havre de paix. Pour bien comprendre, ici, c'est la dernière maison avant la pointe du Cap Ferret. Oui. Alors, historiquement, cette propriété était pratiquement le dernier endroit habité avec une maison du bout de la pointe. On était ici quand c'était un désert. Pour vous, préserver ce coin de paradis depuis que vous êtes installé ici, qu'est-ce que ça vous a coûté? Une vie entière dédiée à ça? J'y ai sacrifié beaucoup, ça on peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Ben, j'ai sacrifié tout. J'y ai sacrifié, j'ai commencé ma digue en 85, je n'avais
absolument pas les moyens de la faire. Je me suis seulement demandé, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire? Vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour la pas faire, du cette tout. digue? J'avais les moyens de commencer et de démontrer qu'on pouvait le faire. Mais je n'avais pas plus. Si je comprends bien, l'État vous encourage à faire cette digue, mais on ne vous donnera rien. L'État n'a pas voulu s'engager dans la construction de cette digue, beaucoup trop coûteuse. L'État, il ne voulait pas prendre le risque d'un échec. Il vous fait assumer le risque de cet Voilà. échec. Donc, ils ne voulaient pas prendre le risque. Donc, ils étaient très contents de trouver un écolo avant l'heure qui finance l'ouvrage. Si vous n'aviez pas pu construire cette digue, qui aurait pu le faire à votre place? Ben, personne, puisque l'État avait renoncé. Pourquoi l'État a renoncé? C'était trop cher? Pourtant, vous y avez réussi, avec vos moyens à vous. Non, l'État, il était d'accord pour le faire si on faisait un immense projet immobilier ici. Il fallait aménager depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'aux rives de la Dour, il fallait tout bétonner. Le projet ensuite est abandonné, pas de grande station balnéaire ici sur le Cap. Alors mais on a réussi à faire capoter le projet, mais c'est pas pour ça que le combat était terminé. C'est-à-dire, aujourd'hui, il continue. Mais qu'est-ce que c'est ce combat? Et j'essaie de garder les choses dans leur pureté originelle. Est-ce que vos 7 enfants vont avoir envie de continuer le combat que vous avez mené? Je n'ai pas d'inquiétude. Et s'ils ne le reprenaient pas, en admettant qu'ils ne veuillent pas le reprendre, eh bien, ils sont libres, évidemment. Mais s'ils changeaient d'avis, vous imaginez bien qu'il y aura d'autres enfants qui prendront la suite, et des petits-enfants. J'ai travaillé pour eux, moi. J'ai pas travaillé à aucun moment à mes échéances personnelles. Voilà. On va aller voir la digue? Oui, allez. Tu vois le chardon bleu ici, regarde si c'est beau. Ce sont des espèces? Ce chardon, il a une racine qui a plusieurs mètres. Selon vous, est-ce qu'il y a une part du réchauffement climatique dans le grignotage de la pointe du Cap Ferret? Le réchauffement climatique va faire que vous allez multiplier les tempêtes, voyez? Et si le cycle des tempêtes se multiplie, c'est pas bon. C'est-à-dire, ça ne va pas ruiner mon ouvrage en bas par 20 mètres de fond, parce que je ne vais pas avoir des vagues de 30 mètres. Mais ça va m'abîmer tout ce que vous voyez là. Et si c'est très abîmé, je suis obligé de réparer aussitôt. Donc c'est un ouvrage à la mer qu'il faut entretenir tous les ans. Si je prends des tempêtes, ça n'a pas cette gueule le lendemain de la tempête. On a l'impression que tout est ruiné. Et concrètement, on vous a donné de l'argent on vous a aidé? Oui, j'ai beaucoup de gens que j'ai appelés mes bienfaiteurs. Oui. Ils vous ont donné de l'argent pour construire cette digue et préserver le cap? C'est-à-dire, ils ont trouvé ça très beau, j'ai eu cette chance, et donc ils m'ont aidé dans mon œuvre. C'est-à-dire les gens qui me louaient, par exemple, au mois d'octobre, novembre, ou qui me louaient en février, en mars, etc., je les appelais mes bienfaiteurs. Si je comprends bien, pour financer cette digue sur laquelle nous sommes, vous avez loué votre maison pendant plusieurs années. Et c'est ça qui a permis... Bien sûr. J'ai jamais eu de mal à louer en juillet, août. Ça permet de payer des cailloux. Vous raisonnez en cailloux maintenant, c'est plus en euros? Je ne sais pas compter autrement. C'est-à-dire d'autres convertissent en dollars, en yens, en je ne sais pas quoi. Moi, je convertis tout depuis 33 ans en camion. Combien ça vous a coûté? Vous avez une estimation aujourd'hui? Non. Alors, je vais vous dire la vérité. Je pourrais faire le calcul avec vous. On pourrait y arriver avec des nombres de camions par an, faire la multiplication, etc. Des millions d'euros. Je ne me suis jamais intéressé à le faire parce que si vous commencez à compter, vous n'y arrivez pas. Quand on aime, on ne compte pas. Ce que Benoît Barterotte a réussi à faire et à financer à la pointe du Ferret est une exception. La hausse des températures et la montée des eaux concernent les 5000 km du littoral français. Toutes nos côtes sont menacées par l'érosion. En Méditerranée, le littoral corse, vous allez le voir, n'est pas épargné. La mer monte et les images sont violentes. En Corse, un tiers du littoral de la plaine orientale a reculé ces dernières décennies, parfois de plusieurs dizaines de mètres. Les professionnels du tourisme sont inquiets. Certains particuliers tentent désespérément de sauver leur patrimoine. Aujourd'hui, j'ai une villa éphémère qui appartient à ma famille depuis 45 ans et que je ne peux même plus vendre. Elle est invendable. Au lieu de Moriani-Plage, il faudra avoir marqué que Moriani. La plage, s'il n'y en a plus. Je pense qu'entre 5 et 10 ans, je n'existe plus.
La mer aura submergé. En Corse, ces derniers mois, on protège le sable avec du sable. Grâce à des autorisations préfectorales, plusieurs propriétaires de la plaine orientale utilisent des big bags, de grands sacs biodégradables remplis chacun de 2 tonnes de sable qu'ils enterrent en ligne sur des plages rétrécies. Inesthétique au départ, les sacs sont assez rapidement recouverts. Le procédé a fait ses preuves, même si ce n'est pas la panacée. C'est une méthode douce, contrairement aux enrochements ou au béton. Ça permet quand même de mettre sur la plage des choses qui sont biodégradables, notamment ces sacs, et au pire de polluer avec du sable. Donc ce n'est pas une pollution qui est traumatisante pour l'environnement. Ces travaux sont aux frais des propriétaires concernés. À Venzolasca, Don Luigi Priani vient d'investir 60 000 € sur ses deniers. C'est plus pour sa collègue Marie-Claire Gadogne qui gère à Aléria le domaine de Rivabel. 70 hectares avec 2 restaurants, un centre de thalassothérapie et de nombreux bungalows dont les plus exposés ont été emportés par la mer. Ici, le devis dépasse 340 000 €. Cette somme correspond à l'ensemble de la réalisation des big bags sur la plage de Rivabel. Et c'est un problème pour moi parce que cet argent, il faut le sortir. Donc là, on en est à 100 000 € et on ne connaît pas réellement les résultats. Isabelle Femenia, elle, s'est endettée de 70 000 € pour construire un enrochement afin de sauver sa maison à Mauriagne, avec l'assentiment, sous condition, de la préfecture. Ailleurs sur la plaine, certains professionnels du tourisme ont essayé de capturer le sable avec des boudins pour des résultats mitigés. Certains boudins n'ont pas résisté aux tempêtes, d'autres exhibent toujours leur silhouette grise, disgracieux et vains. Les professionnels du tourisme retiennent surtout que par endroits, il faudrait laisser faire la nature, voire reculer certaines activités, ce qu'ils refusent en bloc. Non, on envisage absolument, puis il faut avoir du terrain pour reculer, déjà, pas forcément. Et puis un recul de 200 mètres, vous imaginez tout le littoral qu'il faudrait reculer? C'est impensable. Et puis l'argent, qui va financer ce recul? Moi je dis c'est impossible, ou à moins qu'ils aient une solution. C'est comme si aujourd'hui vous êtes dans votre maison installée et on vous dit vous êtes trop près de la mer, il faut reculer votre maison. Vous faites comment? Ça veut dire on me raye de la carte et on me dit vous n'existez pas, fermez quoi, ou partez. Le choix du recul a déjà été avalisé ailleurs, comme ici à Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, ou encore ici à Vias, où ce propriétaire de camping doit accepter, pour qu'une dune soit reconstituée, de perdre ses emplacements les plus précieux. C'est 4 lignes d'emplacement qui sont les plus près de la mer. Donc 40% de notre activité qui va disparaître instantanément. Vous voyez, c'est juste devant le bar. Mais en Corse, les professionnels du tourisme posent une autre question. Si nos établissements, les photos l'attestent, étaient construits à l'époque à plus de 100 mètres de la mer, avec tous les permis et autorisations du ministère de l'Équipement, pourquoi devrions-nous aujourd'hui les reculer, à l'heure où continuent de sortir de terre des constructions pieds dans l'eau autorisées, comme celle-ci à Mauriagne, tout à fait légale? Retour sur la côte atlantique. Je vous emmène maintenant à Lacano, station balnéaire et spot de surf mondialement connu. Construit sur une dune artificielle, le front de mer s'érode inexorablement à cause du réchauffement climatique et de la multiplication des grosses tempêtes. Aujourd'hui, c'est plutôt un esprit de fête qui règne ici à Lacano. Mais d'ici 2040, la ville va devoir faire face à un dilemme. Lutter à coups de millions d'euros contre l'érosion du littoral ou bien déménager l'intégralité de ce bord de mer à l'intérieur des terres. 1400 biens et commerces sont concernés sur un petit kilomètre de littoral. Bonjour, vous êtes le responsable de l'établissement? Bien sûr, c'est moi. Enchanté, Charles-Henri Boudet, France 3, réseau d'enquête. Oui. Les établissements ici, comme le vôtre notamment, vont devoir déménager d'ici quelques années. Comment réagissent les commerçants à cette situation? Il y a des aménagements au niveau de la côte qui sont mis en place pour préserver la dune et justement l'érosion. On est au courant des risques et les risques sur le court et le long terme. On est en train de réfléchir à justement bouger peut-être le restaurant. On ne sait pas si le front de mer, pour l'instant, tous les établissements qui sont sur le dessus vont devoir reculer un peu.
Vous pensez déjà quand même à éventuellement déménager le restaurant ici? Peut-être. On ne sait pas sur les prochaines années quels seront les aménagements qui vont être mis en place ici. Il y a pas mal de travaux qui sont prévus sur le front de mer et on ne sait pas si nous ça va nous impacter directement ou alors si ça va être plus en avant. Deux solutions sont envisagées à Lacanau. Soit un déplacement des commerces et habitations du front de mer vers l'intérieur des terres d'ici 2050, soit de gros travaux d'enrochement. Dans les deux cas, le coût de l'opération est colossal. Le problème pour Lacanau, c'est que l'État prévoit des aides uniquement pour la préservation des côtes rocheuses et non des côtes sableuses, comme c'est le cas ici. Vous seriez prêt à payer si demain on vous dit vous devez déménager? Par contre non, je pense que ça ne sera pas à nous de payer, ça c'est très clair. Je pense que là, il y aura une grosse discussion. Les propriétaires des restaurants sur le front de mer ont tout investi. Beaucoup se sont endettés pour monter des restaurants. Aujourd'hui, je vois mal leur demander, que l'État leur demande de payer un déménagement sur quelque chose qu'ils ont mis toute une vie à construire. En un demi-siècle, le littoral français a perdu au total 26 km², soit l'équivalent de 3100 terrains de rugby. Le réchauffement climatique aggrave chaque jour le phénomène et aucune solution n'a encore été trouvée. J'ai rendez-vous avec Renaud Lagrave, spécialiste des questions sur l'érosion. Aujourd'hui, qui est prêt à payer pour déménager une partie du centre-ville de Lacanau? Alors, qui est prêt à payer? La question s'est justement posée aujourd'hui en matière juridique, administrative et financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils juridiques. Concrètement, quand vous déménagez, par exemple... C'était un flou juridique, un flou administratif? C'est plus qu'un flou. On n'a jamais fait, on ne sait pas faire en France. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'aujourd'hui, pour relocaliser une activité, il y a la loi littorale, donc vous n'allez pas relocaliser à l'autre bout de la France. Il faut quand même que ce soit des activités économiques qui sont sur site. Mais c'est qui va payer? Le grand public qui va payer? Ce sont les habitants de Lacanau qui vont payer pour leur déménagement? Aujourd'hui, ces bâtiments-là, ils ont une certaine valeur. Sauf que si on leur dit, écoutez, voilà, de toute façon en 2050, vous n'existez plus parce que ce sera tombé par l'érosion. Demain, ce bâtiment-là, il vaudra zéro. Il faut maintenant qu'il y ait effectivement des fonds pour l'érosion, notamment le fonds Barnier, puisque c'est de celui-là dont on parle, qui puisse faire en sorte qu'on anticipe justement ces phénomènes-là. Oui, mais alors du coup, concrètement, si je comprends bien, on va attendre que ces bâtiments n'aient plus de valeur, du coup que les propriétaires se retrouvent avec des bâtiments qui ne valent plus rien, qui ne peuvent pas être vendus, et à ce moment-là, on va leur demander de déménager. Ils auront tout perdu, les habitants. Ils auront perdu la valeur vénale de leurs biens et leur propriété. C'est justement pour ça que nous, on propose concrètement à ce que le fonds Barnier puisse indemniser à une certaine somme, alors pas forcément la valeur immédiate, mais en tout cas à une certaine somme, pour qu'on puisse relocaliser les activités. S'il n'y a pas le fonds Barnier, s'il n'y a pas la solidarité nationale, c'est pas la mairie de Lacanau qui va pouvoir le faire tout seul. On sait exactement ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Mais il y a plus que de quoi s'inquiéter. Et les phénomènes d'érosion, ils nous expliquent que dans les prochaines années, ça va s'aggraver. Si on ne fait rien, clairement, il peut y avoir aujourd'hui, dans notre région particulièrement, à Lacanau comme dans d'autres endroits, effectivement des endroits où on peut aller à la catastrophe. Si vous avez des phénomènes de tempête comme ça avait été le cas en 2014 ici, vous pouvez vous retrouver avec des endroits qui sont complètement partis à la mer, avec des catastrophes écologiques, appelons un chat un chat. Alors on ne pourra pas dire, si jamais ça arrive, écoutez, vous n'avez rien dit. Malgré tout, le littoral attire de plus en plus. On attend d'ici 20 ans 4 millions d'habitants supplémentaires sur les côtes françaises. Mais le réchauffement climatique ne concerne pas uniquement le front de mer. La menace est tout aussi réelle en ville. 75% d'entre nous y vivront en 2050 avec des températures caniculaires. Les zones urbaines gagnent des habitants, c'est inéluctable. Mais il faut le savoir, la hausse des températures risque de rendre le quotidien insupportable dans certaines grandes villes. Les îlots de chaleur urbains, c'est la conséquence du bétonnage et de l'utilisation du goudron à outrance. Certaines villes verront leur température grimper en flèche durant l'été. Regardez ce reportage de France 3 Bretagne. On volera vertical roquette de Rennes à 1000 pieds QNH dans le sens anti-horaire. Pour quelques prises de vue aériennes sur le secteur de Rennes. C'est Juliette Charlie.
À bord de ce petit avion de l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes, Jean et Guy, ingénieurs du CNRS, observent la ville. Ils enregistrent des images thermiques. Sans surprise, les zones construites, routes, parkings, immeubles, sont les plus vives, les plus chaudes. Ces informations intéressent le laboratoire Costel de l'université Rennes 2. Ces chercheurs tentent d'expliquer aux élus l'incidence de l'urbanisation sur la température. Si je suis au-dessus de la campagne, je pourrais avoir la température de ce genre-là. Dès que j'arrive en ville, la température augmente et elle redescend dès que j'ai quitté la ville. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur au-dessus de la ville, dôme de chaleur urbain. Et donc voilà, c'est vraiment cette opposition entre la ville et la campagne. Et là où c'est également très intéressant, c'est là-dessus que nous on travaille, c'est qu'à l'intérieur même de la ville, les différences de type d'occupation du sol, par exemple entre des parcs et un centre-ville relativement dense, on va retrouver également des différences de température. Et c'est là-dessus que c'est extrêmement intéressant et important d'étudier ces différences de température dans le cadre d'aménagements futurs, notamment dans le contexte du changement climatique, afin de savoir quel est le type d'aménagement en ville qui permettrait d'avoir des conditions thermiques favorables, notamment pour les conditions de vie des habitants. Alors, pour mesurer ces variations d'un quartier à l'autre, des petites stations météo quadrillent la ville. Alors là, on a une des 20 stations météorologiques qui couvrent le territoire de Rennes Métropole. Elle contient plusieurs capteurs, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, qui mesure la température. Répartis dans les parcs ou au pied des immeubles, dans des secteurs très bétonnés ou plus aérés, partout dans la ville, les capteurs enregistrent la température heure par heure, tout au long de l'année. Les données alimentent la thèse de Xavier Foissard, étudiant-chercheur à l'université de Rennes 2. L'écart de température entre Rennes-Ville et la campagne proche peut atteindre 8 degrés. L'activité humaine est en cause, bien sûr, mais l'urbanisation aussi. Il va falloir en tenir compte. Rennes n'échappe pas au réchauffement. Dans le contexte du changement climatique, on a une augmentation du nombre de vagues de chaleur depuis un siècle. On observe actuellement, on a à peu près à 10 jours par an de maximale supérieure à 30 degrés. Selon différents scénarios, on va avoir donc une augmentation on va multiplier par 3 ou par 2 l'occurrence de ces journées très chaudes. Et donc l'objectif, c'est de connaître le climat actuel et finalement adapter le territoire, donc en apportant de la végétation, quelles formes des bâtiments, quelles formes urbaines finalement sont optimales pour limiter le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Un îlot de chaleur urbain. C'est une zone en ville où la chaleur est prise au piège, entre des grands immeubles trop proches par exemple, ou encore sur une place fermée par des constructions hautes. Les scientifiques parlent alors de canyons urbains, des endroits où les habitants vont souffrir les jours de canicule et surtout le soir, car la température a du mal à baisser. On voit qu'en ville, la température en fin de nuit ne descend pas en dessous ici on est à 23 degrés. C'est-à-dire qu'il faisait 23 degrés sur la station au champ libre, juste à côté, en fin de nuit, le minimal. Tandis qu'à la campagne, donc on prend le relevé précédent, la température est très certainement descendue en dessous de 20 degrés, devait être à 16 degrés. Donc on était sur des nuits relativement chaudes, on qualifie même de nuits dites tropicales. Aux élus de prendre en compte ces données pour aménager la ville, car leurs décisions d'aujourd'hui peuvent nous engager jusqu'en 2030 ou plus. Nous sommes sur le jardin des Confluences, donc, qui est en bout du Mail. Et donc, ce jardin des Confluences fait face à l'îlot d'octroi. Et l'îlot d'octroi, c'est là où nous allons donc urbaniser cette partie-là, en construisant 200 logements, donc notamment des logements de grande hauteur, des immeubles de grande hauteur, de 12 à 14 étages. Et sur ce petit morceau de verdure, la marge de manœuvre pour atténuer l'effet caniculaire reste faible. Ici comme ailleurs, il faut densifier la ville. À Rennes, 1500 logements seront construits chaque année dans les 5 prochaines années. Cette friche encore verte doit accueillir plus de 400 habitants en 2020. Impossible par exemple d'y faire un grand jardin public. On va grignoter cette verdure quoi qu'il arrive parce que il faut bien construire et accueillir de nouveaux habitants, mais surtout permettre aux habitants qui sont déjà dans la ville d'avoir aussi l'accès au logement. Et donc on est obligé de construire sur des territoires comme celui-ci, mais c'est pas parce qu'on va construire sur ce territoire-là, et donc aujourd'hui c'est un territoire un peu de nature, qu'on ne va pas laisser de la place à cette nature, puisque si on regarde un petit peu l'ensemble de cet espace-là, vous allez avoir une coulée verte, on va l'imaginer un peu comme cela, qui fait plus de 6 mètres de large. Et donc cet espace-là va rester en fin de compte, même si on va densifier ce lieu et construire des immeubles de grande hauteur.
Ici ou ailleurs dans la ville, difficile encore de quantifier précisément combien les espaces verts conservés compenseront l'accumulation de chaleur dans les façades en béton des immeubles ou le bitume des parkings. 420 000 logements neufs ont été construits en France en 2017, soit l'équivalent d'un nouveau logement sorti de terre toutes les 50 secondes. La ville de Bordeaux est en pleine mutation. Alors les nouvelles constructions sont-elles adaptées au réchauffement climatique ? Ça va être un enfer de vivre en ville demain. Si vous voulez, la question n'est pas tellement de dramatiser ça, mais de se retrouver dans des situations, dans des impasses d'un point de vue urbanistique dans les années qui viendront, parce qu'on n'aura pas suffisamment tôt pris en compte le facteur climatique. Je pense qu'on peut dire que la question du réchauffement climatique n'est pas intégrée pour l'instant comme une priorité dans les politiques urbaines, y compris pour les nouveaux quartiers. Et donc vous voyez des bâtiments qui sont adaptés pour réduire les consommations d'énergie, en particulier l'hiver, pour le chauffage. Ils ne sont pas forcément adaptés pour faire face à des températures élevées lors des périodes de canicule. Et donc effectivement, c'est un petit peu, du point de vue climatique, un scandale de compenser, je dirais, ce problème thermique par de l'achat de climatiseurs. Il faudrait absolument empêcher ça et avoir des bâtiments qui soient adaptés aussi aux périodes de forte chaleur. Et on voit bien que l'éco-conception, de ce point de vue-là, a ses limites. On ne construit pas la ville de demain aujourd'hui ? La ville de 2050 qui luttera contre le réchauffement climatique. On construit une ville de demain à court terme, on ne construit pas la ville qui anticipe les changements à venir en matière climatique et notamment à la fois les impacts et à la fois la nécessité qui va être de plus en plus contraignante de réduire la part que représente la ville dans les émissions globales. À l'échelle planétaire, c'est une moyenne bien sûr, 70% des émissions sont émises par des villes. Donc même dans des villes de taille relativement modeste comme Bordeaux, on voit bien qu'il y a un effort à faire en matière d'atténuation. Mais là, par exemple, l'effort, on pourrait l'imaginer autour de nous, un bel espace vert, des habitations qui ne sont pas collées les unes aux autres. C'est pas la ville de demain, là, ici ? On ne prévoit pas la place du végétal. Et donc, en particulier... Le végétal, on l'a, là. On est sur, vous êtes sur une pelouse qui, si elle n'est pas arrosée de façon quasi quotidienne, ne résistera pas à une forte chaleur. Les nouvelles constructions sacrifient les jardins. Alors, quand vous prenez une carte thermique de Bordeaux et que vous voyez les quartiers où il y a des jardins privés, à l'arrière des maisons, ça représente en période de canicule des îlots de fraîcheur tout à fait remarquables. Parce que qu'est-ce qu'on attendrait justement des bénéfices d'une zone humide, d'un jardin comme celui-ci, mais mieux fait, mieux construit ils ont planté des oliviers, c'est très bien en termes de résilience, c'est beaucoup moins bien en termes de production d'îlots de fraîcheur. Il faut des espaces végétalisés qui vraiment jouent ce rôle, ce service, nous rendent ce service écosystémique de produire de la fraîcheur dans les périodes de chaleur. Les arbres, comme les chênes ou les platanes, rafraîchissent l'air des villes tout en réduisant leur pollution. Ces écrins de verdure, on les retrouve tout de même autour de certaines constructions qui prennent en compte l'évolution du climat. Direction Pessac, à seulement 6 km du centre-ville de Bordeaux. Cet écoquartier a été construit sans sacrifier la nature environnante. C'est rare, mais c'est une volonté pour cet architecte engagé. Pour lui, la ville de demain doit s'inscrire dans un juste équilibre entre urbanisation et nature. Qu'est-ce que vous avez voulu insuffler comme esprit ici dans cet écoquartier ? Aujourd'hui, il faut qu'un logement en été soit facilement rafraîchissable, si je puis dire. Il y a de l'ombre justement ici au niveau de ces logements. Là, on a le sentiment, si vous voulez, d'immeubles plots qui sont disposés un peu aléatoirement. En fait, il n'y a rien d'aléatoire là derrière. C'est-à-dire qu'on calcule de manière très précise, pour le coup un peu savante, les ombres portées que chaque immeuble porte sur l'autre au solstice d'été, au solstice d'hiver et en saison intermédiaire. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'été, les immeubles portent ombre les uns sur les autres, plus les végétaux, pour avoir la fameuse fraîcheur qu'on est en train de chercher, que les logements bénéficient de double ou triple orientation, et à l'inverse, l'hiver, l'idée c'est que le soleil pénètre dans les logements pour évidemment consommer le moins d'énergie possible. Seulement près de 500 projets comme celui-ci ont été réalisés en France à ce jour. Pour obtenir le label écoquartier, il faut d'ailleurs répondre à des règles de construction bien précises. Quelle est cette ambition environnementale ? La mission environnementale, elle est très tournée autour du
ce que j'appelle le plaisir à vivre, c'est-à-dire une espèce d'apaisement. C'est tous ces petits buissons, cette pelouse qui va rendre agréable la vie ici. Ça y contribue, mais pas que. C'est de trouver un dispositif qui permette de supprimer toute voiture en surface. Les voitures sont... Il n'y a aucune voiture, on l'a remarqué là, en arrivant, il n'y a rien. Absolument. Les voitures sont sous nos pieds. Les voitures sont sous nos pieds, ce qui est Parce qu'il y a 300 logements ici. Il y a 300 logements, donc il y a au moins autant de voitures, et il n'y en a pas une seule en surface. Voilà, ça c'est un dispositif qui contribue beaucoup à une forme d'apaisement, de tranquillité, de douceur de vivre. C'est aussi l'idée de préserver la quasi-intégralité des végétaux présents sur le site. C'est-à-dire les arbres. Les arbres étaient tous existants. Tous les arbres existants, sauf 2, ont été préservés. Donc ça, c'était une dimension extrêmement importante pour nous. Les 2 arbres qui n'ont pas pu être préservés ont été réutilisés pour faire du mobilier urbain, donc ils ont été recyclés. Il y a des panneaux solaires sur les toits. Alors, j'en ai pas vu. Aujourd'hui, sur la question du photovoltaïque notamment, il y a encore quelques interrogations sur le recyclage des panneaux. La quantité des panneaux solaires à recycler devrait atteindre 35 000 tonnes par an en 2020 et ce recyclage est controversé. Faire architecture, c'est aussi, à un moment donné, faire des choix. Ces choix, ils se sont portés davantage sur la maîtrise de l'énergie. On a des bâtiments qui sont très performants en isolation, donc ils consomment très peu d'énergie. Mais on a aussi de l'espace partagé à l'échelle de l'immeuble, sur le toit de l'immeuble, avec un sentiment un peu privilégié de dégagement, de vues lointaines, qui sont finalement assez rares en centre-ville. La nature, trop peu présente en ville et soumise à la pollution, semble davantage préservée en pleine campagne. Pourtant, partout, la faune et la flore subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. 40% des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici 100 ans. Ces bouleversements sont déjà bien visibles dans les Alpes, qui sont étudiés par les spécialistes. Regardez ce reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles sont les sentinelles du climat? Les Alpes se réchauffent 2 fois plus que l'ensemble de la planète. Sous nos yeux, les signes de ce réchauffement sont déjà là, visibles ou à peine perceptibles, mais déjà inquiétants. Alors voilà, nous voici au niveau du glacier, comme le panneau l'indique, en 1820, et je précise aussi en 1850. Il faut s'imaginer qu'en 1820 et en 1850, on avait une bosse de glace là. On ne pouvait pas voir la rive opposée. Le glacier présentait 200 mètres de plus en épaisseur de glace. Une mer de glace de plus en plus difficile à atteindre. La grotte dans ses entrailles de plus en plus fragile. En montagne, la fonte des glaciers représente l'aspect le plus visuel de la hausse des températures. Ici, le plus célèbre des glaciers de Chamonix a reculé de 500 mètres pendant la dernière décennie. Cet été chaud s'inscrit dans une série d'années depuis 25 ans où le glacier n'a cessé de perdre sa masse. Et la première conséquence saute aux yeux. C'était un glacier blanc qui est en train de se transformer en glacier noir. C'est pas un jeu de mots, c'est un terme qu'on utilise en glaciologie. Glacier noir, à contrario au glacier blanc, c'est un glacier couvert de cailloux. Et le dernier kilomètre de la mer de glace qu'on a là sous les yeux, c'est un glacier noir, alors que le reste encore à peu près blanc. Si la planète continue de se réchauffer, accélérant la fonte des glaciers, un élément vital sera touché, car les Alpes sont en quelque sorte le château d'eau de la France. Si par exemple les glaciers des Alpes disparaissent, scénario catastrophe, dans 100 ans, il n'y a plus de glaciers ou des tout petits résidus de glaciers, c'est peu probable, eh bien on n'aura plus de stock d'eau douce pour alimenter les rivières pendant les journées chaudes de l'été. Si on a des longs étés très secs, comme cette année, eh bien toutes les rivières seront à sec. Les nappes phréatiques seront asséchées aussi. Ça pose quand même un problème pour l'alimentation en eau. Selon la plupart des simulations, les glaciers ont entamé un recul irréversible. D'autres phénomènes commencent à apparaître et à soulever des interrogations.
Près de chez lui, au cœur du Chablais, Denis Jordan a son jardin secret. Dissimulé au sein d'une forêt de feuillus, une petite clairière abritant des pins sylvestres et une vingtaine d'orchidées. Une curiosité naturelle, dont ce botaniste renommé étudie la moindre plante, semaine après semaine, depuis déjà 3 décennies. Au fil de ces heures d'observation, un constat. Les plantes subissent le réchauffement climatique, mais ça ne saute pas forcément aux yeux. Moi, je pense que l'influence, on peut peut-être la regarder comme minime actuellement. Elle est un peu débutante, en fait, on est dans les débuts, mais elle sera toujours plus progressive avec les années qui vont venir. Et si on n'arrive pas à maîtriser ce réchauffement, par rapport aux émissions de tout ce que produit l'homme et qui réchauffe l'atmosphère, je pense qu'on peut aller que dans un mauvais sens. Dans ces classeurs, soigneusement collectés et répertoriés, une formidable collection de plantes d'ici ou d'ailleurs. Alors j'en ai à peu près 10 000, ce qui peut vous sembler beaucoup, mais en fait c'est un petit herbier. Et parmi ces milliers de planches, ce spécialiste de la flore de Haute-Savoie conserve précieusement les premières espèces que la chaleur fait fuir. Il y a une lèche là qu'on appelle la lèche des tourbières. Là c'est incontestable qu'avec une toute petite population d'une plante qui vraiment recherche le froid, aime le froid, il faut du froid sinon elle ne se développe pas. Avec le réchauffement, c'est clair que dans les années d'ici peut-être 20-30 ans, ou peut-être plus, je ne sais pas précisément, elle est amenée à disparaître à mon avis. Cette menace sur la biodiversité, on la retrouve également parmi la faune. Pour ces 3 spécialistes de la faune de montagne, la traque du jour, c'est lui. Le lagopède, une grosse perdrix qui multiplie les tenues de camouflage. L'oiseau le plus frigophile d'Europe. Normal, c'est une relique glaciaire. Alors une relique glaciaire, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce qui a généralement des origines nordiques, arctiques, et qui aime le froid, et qui a peuplé ces régions, surtout au moment des dernières glaciations. Ce dinosaure à plumes se sent mal dès que les températures excèdent 15 ou 16 degrés. Les problèmes qui vont se passer dans les prochaines années, c'est que la neige remontant, les stations vont être obligées de se développer vers le haut. Donc pour l'instant, on a une limite en disant que la viabilité est aux alentours de 1500 mètres, mais elle est même annoncée même plus haut dans ces prochaines décennies. Donc on va avoir des stations qui vont aller vers le haut, on va avoir des liaisons qui vont se faire aussi de plus en plus par les crêtes. Donc on va systématiquement avoir un milieu à lagopède alpin qui va être en concurrence avec le domaine skiable. Le lagopède, cette espèce emblématique de nos montagnes, sera-t-il un jour rayé de la carte des Alpes? Une hypothèse, pas si farfelue. Retour dans le Bordelais, terroir de vins prestigieux réputé dans le monde entier. Ici, la viticulture fait vivre 450 000 personnes. Avec les fortes chaleurs annoncées pour les décennies à venir, les viticulteurs n'ont pas d'autre choix que l'adaptation ou la mutation des vignes vers le nord. Le château Latour-Carnet est précurseur sur ce sujet. Ici, on cherche déjà très concrètement la vigne de demain, celle qui saura s'adapter à la hausse des températures sans nuire à la qualité du vin. Je vois des cépages qui viennent du Portugal ou bien même d'Espagne. Oui. Pourquoi? Oui. L'intérêt en fait c'est de voir si ces cépages pourraient, on parle toujours dans un futur proche ou lointain, mais sur les prochaines années, en fonction des évolutions climatiques, s'adapter à ces évolutions climatiques et arriver surtout à des maturités optimales au mois de septembre pour pouvoir les vendanger. Le réchauffement climatique ici vous inquiète? Le réchauffement climatique nous inquiète. On a des vins qui ont des charges en sucre de plus en plus importantes, donc des degrés alcooliques plus élevés. Donc il y a un danger sur la survie de la vigne telle qu'elle est aujourd'hui ici dans le Bordelais? Alors un danger, non, il ne faut pas non plus trop dramatiser. Les vins de Bordeaux aujourd'hui sont des vins d'une très très grande qualité. On arrive nous à contrecarrer ces évolutions par des process de vinification. Et puis la vigne aussi, c'est un végétal. Elle risque d'évoluer aussi dans le temps naturellement. Mais vous avez conscience que pour faire un Bordeaux dans quelques années, il faudra utiliser un cépage qui vient d'Espagne, du Portugal ou bien même d'Afrique?
Pourquoi pas, mais après, aujourd'hui on se pose les questions, on commence à travailler sur cette thématique et on veut savoir si effectivement dans 20 ans ça sera le cas, mais voilà, il faut commencer maintenant. Il n'y a pas de danger, mais il y a quand même une inquiétude parce que si vous en arrivez à planter ces milliers de mètres carrés de cépages test, c'est qu'il y a aussi un enjeu financier derrière. L'enjeu financier est colossal, bien sûr, mais après, nous, on est un peu avant-gardiste sur Bordeaux. On se pose les bonnes questions, on crée des collections, mais ces problèmes de réchauffement climatique vont toucher le monde entier. Donc on sera à un moment tous amenés à avoir cette réflexion et pas uniquement qu'à Bordeaux. La filière viticole, vinicole ici dans le Bordelais, c'est un peu plus de 450 000 emplois. Vous avez des craintes justement pour ces emplois dans les années à venir? Vous essayez de les sauver, ces emplois, en participant de votre manière? Non, on ne peut pas dire ça parce que ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, moi je suis biologiste, l'être humain s'adapte. Le végétal s'adapte, la nature s'adapte à son environnement. Donc les techniques aujourd'hui, on le voit, nous on travaille beaucoup sur l'amélioration des techniques de vinification, d'élevage, de mise en bouteille. Donc par nature, l'être humain va s'adapter à ces évolutions. Oui, mais la nature va s'adapter, l'être humain ne va peut-être pas retrouver son goût tant aimé du Bordeaux et bouder, abandonner le Bordeaux et puis du coup la filière pourrait peut-être s'écrouler. Non, parce que si vous voulez, ça se fera progressivement. Demain, on ne va pas remplacer 100% des vignes en une journée. D'ici combien de temps vous allez avoir les premiers retours? D'ici combien de temps vous allez savoir tel cépage marche, tel cépage ne marchera pas? Je pense qu'il faut attendre ce qu'on estime nous en vinification ou en viticulture, c'est que sur 10 ans, 10 millésimes, on commencera à avoir déjà une idée sur les orientations ou du moins sélectionner les cépages les plus résistants et écarter ceux qui répondent beaucoup moins positivement à nos attentes. Donc horizon 2030, la vigne dans le Bordelais aura déjà changé? Pas changé, on aura déjà un avis sur quel cépage. Et attention, il est possible que le Merlot ou le Cabernet Sauvignon s'adapte très bien au changement climatique. Exactement, puisqu'on a eu la bonne idée aussi de les inclure dans la collection comme témoins de cette évolution. Donc attendez, pas de conclusion hâtive. À quoi ressemblera un vin de Bordeaux en 2050? Des chercheurs élaborent déjà une cuvée du futur, bien loin des vins que l'on connaît aujourd'hui. Ces petits bâtons rouges sont des plants de vigne. Nous sommes dans un vallon isolé de l'INRA et aujourd'hui, sur un demi-hectare, on y plante ce nouveau cépage. Une plante hybride, résultat de 20 ans de recherche. Un moment important pour Hernan Ojeda, qui coordonne ses travaux sur le terrain. C'est le seul matériel que je pense qu'on peut arriver à éviter l'utilisation des pesticides. Voilà. Ce vignoble du futur devra aussi être plus résistant aux maladies et à la sécheresse pour s'adapter au changement climatique. Mais en fonction des régions, des sols, des cépages, il faudra aussi irriguer les vignes. Le seul problème qu'on regarde ici par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est qu'on a un tronc très long. Sur ces parcelles, on teste de nouvelles formes d'irrigation avec des eaux usées. Le but, un apport quantitatif et qualitatif très ciblé. Si on fait une irrigation sans prendre en compte les besoins hydriques de la plante, vraiment, on irrigue tout pareil, parce qu'on considère qu'on est tous dans la même zone. Mais non, la plante va réagir différemment en fonction du type de sol et en fonction de la zone où elle est. Et une parcelle ici et une autre à 200 mètres, la réalité c'est complètement différent. Avec cette eau, la vigne produira un raisin en quantité suffisante, mais il faudra aussi de la qualité, car le changement climatique entraîne un déséquilibre dans la structure même du vin, entre l'alcool, l'acidité et l'arôme. Alors pour y remédier, on cherche de nouveaux outils, comme dans ce laboratoire. Tu as pu voir qu'on en est à quel moment de la fermentation là? Dans ces cuves, Jean-Louis Escudier et ses chercheurs analysent de nouvelles levures qui transforment le sucre en alcool, car les raisins sont de plus en plus sucrés, donc de plus en plus alcoolisés. C'est un des seuls lieux en France où on peut réaliser des fermentations toute l'année avec différentes souches. Et là, le programme en cours, c'est des levures qui pourraient permettre d'élaborer des vins avec moins d'alcool, pour baisser la teneur en alcool de 1 degré. Donc on étudie ces souches et leur capacité de fermentation et à faire du bon vin. Le but, baisser le taux d'alcool en utilisant aussi des membranes filtrantes, mais avec un objectif obligatoire, le goût. Au niveau aromatique,
A priori, il est conforme aux témoins. Ces chercheurs semblent avoir trouvé des solutions à court terme, mais le réchauffement climatique peut encore tout remettre en cause. L'enjeu, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de la température. Et pour 2050, c'est surtout pour après. Parce qu'à ce moment-là, on fait exploser vraiment la carte des vignobles en France et dans le monde. Parce qu'on ne peut plus gérer des températures. Plus 4 degrés d'augmentation moyenne de la température en France, ça veut dire au moment de la vendange, puisqu'elles vont être plus précoces plus en été, ça veut dire plus 6, plus 7 degrés. Plus 7 degrés en taux d'alcool, il deviendra alors très difficile de faire du vin de qualité et les vignobles devront changer de région de production. Les différentes initiatives pour se préparer aux conséquences du réchauffement climatique en France sont de plus en plus nombreuses. Mais pourrons-nous vraiment tout anticiper? Il y a urgence. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'enquête. Merci de votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur France.tv. À très bientôt.